Monte Cassino, Italie, l'hiver 1944. Perché en haut d'une colline dans le sud de l'Italie, un monastère bénédictin du VIe siècle domine une vallée antique, immuable, et désormais le terrain le plus disputé de toute l'Europe. En contrebas, dans la vallée de la rivière Liri, des milliers de soldats alliés lèvent les yeux vers ces murs et ressentent le poids d'un ennemi, peut voir chacun de leurs mouvements. Des observateurs d'artillerie allemands sont postés sur ces pentes, dirigeant le tir avec une précision meurtrière sur tout ce qui ose bouger dans la plaine en dessous. Pour les hommes pris dans l'ombre de ce monastère, la guerre est devenue quelque chose d'élémentaire, non plus une campagne menée avec stratégie et ligne d'approvisionnement, mais une lutte d'usure, ultime, pour la survie, mesurée en mètres de décombres et comptée en corps d'amis. La bataille pour la position stratégique de Monte Cassino allait devenir l'un des affrontements les plus sanglants et les plus féroces de toute la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait 4 grandes batailles distinctes, s'étendant de janvier à mai 1944 pour venir à bout de cette immense forteresse rocheuse allemande. Des soldats venus d'Amérique, de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande, d'Inde, du Canada, de France et de Pologne se jetteraient tous contre ces défenses, et des milliers d'entre eux n'en reviendraient jamais. Et pourtant, malgré toute sa férocité, malgré toutes les vies qu'elle a englouties, Monte Cassino deviendrait une bataille oubliée, éclipsée par le drame du jour J, livrée par des hommes qui en vinrent à sentir qu'ils menaient une guerre de second ordre. Du côté britannique, il y avait John Williams, capitaine dans la Royal Artillery. Williams avait déjà vu le pire que la guerre pouvait offrir. Il avait été à Dunkerque, et cette expérience avait forgé en lui quelque chose de dur et d'inébranlable, comme il le dira plus tard, avec une franchise qui tranche à travers les décennies de retenue. Je haïssais les Allemands. C'est là que ma haine a commencé. J'avais vu des choses si terribles. Il fit une pause, puis ajouta quelque chose de révélateur. Et bien que je sache qu'ils priaient probablement comme nous, je pensais que Dieu savait les choses terribles qu'ils avaient faites, et qu'ils ne pouvaient donc pas gagner. C'était le genre de foi né non pas dans une église, mais dans un trou de combat, la conviction qu'une fureur juste pouvait être en soi une forme de prière. Du côté allemand, il y avait Robert Frettler, un jeune parachutiste appartenant à l'une des unités les plus élitistes de l'armée d'Hitler, les Fallschirmjäger de la division Hermann Göring. C'étaient les soldats aguerris que le commandement allemand envoyait lorsque l'infanterie régulière commençait à fléchir. Frettler faisait partie de ceux appelés à Monte Cassino parce que, comme il s'en souvenait, la situation devenait un peu trop chaude pour l'infanterie. Alors ils ont fait venir les paras. Ce qui rend l'histoire de Frettler inhabituelle, remarquable même, c'est ce qui s'est passé après la guerre. Il s'est installé dans le nord-est de l'Angleterre, Teesside, et au fil des décennies, il a complètement perdu son accent allemand d'origine, le remplaçant par une voix si typiquement nord-anglaise qu'on n'aurait jamais deviné qu'il avait autrefois porté un uniforme allemand. Mais sous cette voix adoptée, une loyauté farouche subsistait. Comme il le disait, il existe un dicton, les paras ne meurent jamais, car peu importe que l'on soit français, italien, allemand ou britannique, para est une élite. Pour comprendre comment ces deux hommes et des dizaines de milliers d'autres se sont retrouvés dans l'enfer de Monte Cassino, il faut remonter aux décisions qui ont conduit les Alliés en Italie, ainsi qu'à la résistance allemande acharnée qui a transformé une marche vers Rome en un siège qui allait durer des mois. L'invasion alliée de l'Italie a commencé lorsque la 8e armée britannique a traversé le détroit de Messine le 3 septembre 1943. Moins d'une semaine plus tard, le 9 septembre, la 5e armée américaine débarquait à Salerne. Les Alliés avaient déjà pris la Sicile, et la logique semblait claire. Remonter à travers l'Italie, écarter du conflit l'allié d'Hitler, Mussolini, et ouvrir un nouveau front qui soulagerait la pression sur les forces se préparant à l'invasion de la France. Lorsque Mussolini fut renversé par des partisans italiens, il sembla un instant que l'Italie pourrait tomber rapidement. Mais Adolf Hitler avait d'autres idées. Il envoya des troupes allemandes dans le pays et déclara que le territoire devait être défendu avec acharnement, si nécessaire jusqu'au dernier homme. Cette résistance allemande féroce et renouvelée est ce qui rendit l'avance alliée à travers le sud de l'Italie si atrocement lente. Le terrain était le plus grand allié de l'ennemi. L'épine dorsale de l'Italie est une chaîne de montagnes, et les Allemands exploitèrent chaque crête, chaque franchissement de rivière, chaque vallée étroite pour retarder, saigner et épuiser les forces qui remontaient vers le nord. À la fin de décembre 1943, l'avance alliée s'était arrêtée net sur ce que les Allemands appelaient la ligne Gustave, une chaîne de positions défensives fortifiées qui s'étendait sur toute la largeur de l'Italie. La route directe vers Rome suivait la vallée du fleuve Liri, mais cette vallée était bloquée par la section la plus puissante de toute la ligne Gustave, les montagnes autour de Monte Cassino. Cassino elle-même était une petite ville au pied d'une colline escarpée
escarpée. Bien au-dessus se dressait l'ancienne abbaye bénédictine, dominant la vallée en contrebas, une forteresse qui se dressait entre les Alliés et la route de Rome. S'il pouvait percer la ligne Gustave à Monte Cassino, il pourrait marcher vers la capitale, prendre l'Italie. Ainsi, Monte Cassino était vital pour les deux camps. Il symbolisait la bataille pour l'Italie elle-même, et il provoquerait des morts à une échelle énorme. Il est important de comprendre que les troupes américaines déployées en Italie n'y étaient qu'à contre-cœur. Le général Eisenhower aurait de loin préféré que toutes les réserves alliées soient conservées pour les débarquements de Normandie, qui n'étaient plus que moi. Ainsi, les Américains combattant en Italie n'étaient jamais aussi bien approvisionnés que ceux qui débarqueraient plus tard en France, et manquaient souvent du même niveau d'entraînement. Ils furent les premiers à être engagés à Monte Cassino, et ils y trouvèrent une forteresse qu'ils ne pouvaient tout simplement pas percer. La première attaque menée par les Américains coûta de nombreuses vies et n'aboutit à rien. Les défenses naturelles étaient trop solides. Les Allemands pouvaient tout voir depuis ces hauteurs, et ils utilisèrent cet avantage avec un effet dévastateur. John Johnston était l'un de ces jeunes soldats américains, un simple soldat dans l'infanterie américaine. Johnston se retrouva plongé dans une guerre à laquelle il n'avait jamais été pleinement préparé. Il se souvint d'un moment qui résume la réalité terrifiante d'être un soldat inexpérimenté en terrain hostile, une sortie pour aller chercher de l'eau dans une villa derrière les lignes ennemies qui se transforma en lutte pour survivre. « Nous avons pris de l'eau », se rappelait-il, « et sur le chemin du retour, nous avons essuyé des tirs. Rapides que nous étions, jeunes, nous n'avions pris aucune arme avec nous. » Il se retrouva cloué au sol derrière un mince olivier, tandis qu'un tireur allemand caillait l'écorce. « J'étais vraiment terrifié à ce moment-là », admit-il, allongé derrière ce petit olivier. Ce fut un sergent nommé Wilson qui les sauva ce jour-là, lançant des ordres à couvert, leur disant quand courir et quand se jeter au sol. L'endroit que nous venions de quitter, quelques instants plus tard, quelques secondes plus tard, des obus de mortier y furent tirés. Johnston se souvenait que la frontière entre la vie et la mort se mesurait en battements de cœur. Johnston apprit aussi l'une des leçons sinistres. Tout soldat de première ligne finit par assimiler le son que fait une balle. C'était toujours des obus qui sifflaient, et des balles, disait-il. Et les balles, quand elles sifflent, elles sont encore loin de vous, pas comme dans les films de cow-boys. Mais les Allemands, eux aussi, avaient subi de lourdes pertes lors de cette première bataille. Ils devaient tenir leur forteresse de montagne à tout prix pour empêcher un assaut allié sur Rome. Et leur force la plus d'élite, les parachutistes, fut appelée en renfort pour soutenir l'infanterie en difficulté. C'étaient les aguerris et très réputés Fallschirmjäger. Parmi eux, arrivant du front de l'Adriatique, se trouvait le jeune Robert Frettler, comme le formula crûment John Williams. Je pense personnellement que les parachutistes allemands étaient les pires personnes que l'on puisse rencontrer. Ils ne cédaient pas un pouce, et nous non plus. Donc c'était dur pour tout le monde. Le décor était désormais planté pour l'un des affrontements les plus brutaux et prolongés de toute la guerre. Le monastère sur la colline dominait tout. Ce n'était pas seulement un avantage tactique pour les Allemands, c'était une arme psychologique. Le monastère bénédictin se dressait comme une menace permanente pour les Alliés. Un œil omniprésent qui les observait partout où ils allaient dans la vallée en contrebas. Son emprise sur l'esprit des soldats qui combattaient sous lui est extraordinaire. Et John Williams en fit l'expérience directe, non seulement pendant la bataille, mais bien après sa fin. Et alors que je remontais l'ancien chemin, pas un Allemand à 50 000 à la ronde, dès que j'aperçus le sommet du monastère, je me rendis compte que je m'étais déplacé hors de vue, couvert sur la droite, puis je me dis « Enfin, tu es idiot, pourquoi fais-tu ça ?» Mais cela avait cette influence, même des mois après que la guerre s'était déplacée ailleurs. Cette influence, cette obsession, comme Williams lui-même l'appelait, façonnait la réalité quotidienne de la vie du côté allié. L'artillerie tirait constamment des obus fumigènes, essayant de masquer le fond de la vallée à ses postes d'observation situés en hauteur sur la montagne, afin que les ingénieurs et les troupes en dessous puissent se déplacer sans être pris pour cible. Mais les Allemands sur les hauteurs pouvaient toujours diriger leurs tirs avec une précision meurtrière, et les routes menant aux lignes de front devinrent des couloirs de la mort. Pendant des mois, nous avons essentiellement vécu sous terre. Il expliqua qu'on ne pouvait pas se déplacer de jour, mais il n'avait pas le choix. Une route principale menait vers la zone montagneuse, sous observation constante des Allemands, et l'ennemi la bombardait de façon imprévisible. William se souvenait d'un carrefour le long de l'itinéraire où un policier militaire était assis dans un trou creusé dans la chaussée, seule sa tête dépassant au niveau de la route, faisant signe aux véhicules d'avancer ou de s'arrêter. Les soldats appelaient cet endroit le mille meurtrier. Il y en avait beaucoup, des 1000 meurtriers. Williams ajouta sombrement à propos de cette distance. Chaque
trajet était un pari avec la mort. Pour Robert Frettler, côté allemand, les bombardements alliés étaient tout aussi terrifiants. Il développa son propre rituel de survie au carrefour, près de sa position. On arrivait à un carrefour, se souvenait-il, puis on descendait dans le fossé, on attendait et on comptait les obus qui passaient. Et c'était 1, une pause, puis soudain 1, 2, 3, une pause, 1, puis 1, 2, 3, et alors on se mettait en route parce qu'on savait que le suivant serait juste 1. C'était un schéma appris non pas dans un manuel, mais par une expérience brute et désespérée. Et puis il y avait les tireurs d'élite. Des deux côtés, on vivait sous leur menace invisible constante. Williams décrivait cette terreur avec précision. Les snipers, avec leurs lunettes de visée, étaient de véritables tueurs, parce qu'on pouvait s'imaginer qu'ils ne pouvaient pas nous voir, mais il leur suffisait d'apercevoir juste un petit bout de votre tête pour qu'une balle vous la traverse. Ils se rappelaient la sensation physique des balles frôlant la cible, celle qu'ils tiraient sur nous. Même si nous nous jetions immédiatement dans le fossé, on pouvait sentir les vibrations et la chaleur lorsqu'elles passaient près de la joue. Frettler connaissait la même terreur de l'autre côté. « J'ai dû battre le record du monde de sprint encore et encore », dit-il avec un humour sombre, parce qu'il faut comprendre qu'une balle va beaucoup plus vite que vous ne pouvez courir. Il fit une pause, puis ajouta un détail qui saisit l'intimité absurde de la survie sous le feu. Chaque pierre, chaque petite pierre, c'était comme un gros rocher pour vous. Et vous vous cachiez derrière, vous savez, pour vous abriter un peu. Et j'ai eu de la chance à cause de cette obsession qu'avaient tous les alliés, la peur d'être observé depuis ces hauteurs. L'artillerie tirait constamment des obus fumigènes, tentait de masquer la vallée en dessous du niveau du monastère, afin que les postes d'observation allemands ne puissent pas voir ce qui se passait en contrebas. C'était un effort quotidien désespéré pour créer un rideau d'invisibilité dans une vallée à découvert, et cela consommait d'énormes quantités de munitions et de main-d'œuvre. Et malgré cela, les Allemands trouvaient encore des moyens de voir. Et les obus continuaient de pleuvoir. Les mines, les pièges, les tireurs d'élite. Les bombardements incessants, tels étaient les réalités quotidiennes pour les soldats des deux camps. En février 1944, la première attaque menée par les Américains avait échoué et les Alliés n'étaient pas plus proches de percer la ligne Gustave. Une seconde offensive concertée fut alors planifiée. Les troupes du Commonwealth prendraient part à cette nouvelle attaque. La division néo-zélandaise et la 4e division indienne, sous le commandement du général Bernard Freyberg, prirent une décision qui allait devenir l'une des plus controversées de toute la campagne d'Italie. Il ordonna le bombardement du monastère bénédictin ancien lui-même. La décision provoqua un vif débat. Les Allemands affirmaient ne pas avoir fortifié le monastère ni y avoir placé de troupes. Peu de personnes du côté allié les crurent. John Williams faisait partie des sceptiques. Il y eut beaucoup de discussions sur la question de savoir s'il était juste de bombarder le monastère. Il reconnut, nous savions qu'ils y étaient, même s'ils disaient que non. Mais s'ils n'y étaient pas, ils étaient juste à l'extérieur, avec leur poste d'observation. Le général Freyberg donna l'ordre, le bombardement aurait lieu le 15 février 1944. Robert Frettler se trouvait dans la vallée derrière Monte Cassino avec son régiment de parachutistes allemands. Ce jour-là, il a vu arriver les bombardiers. Il pense qu'ils venaient du sud, du côté de Naples, se rappelait-il. Ils sont passés une fois, puis ont fait un grand virage et sont revenus. Puis, la chose suivante que nous avons entendue, c'était un grondement. Il s'interrompit. Au début, il ne savait pas ce qu'il bombardait. Puis nous avons appris que c'était le monastère. Le bombardement fut dévastateur pour cette structure ancienne, mais il produisit l'effet inverse de celui recherché. Frettler l'a vu immédiatement et l'a dit avec la franchise d'un homme qui en avait subi les conséquences lors du bombardement. Ensuite, ils sont entrés là, dedans, et c'est à ce moment-là que le 4e régiment est intervenu. En réalité, avec le bombardement, ils nous ont rendu service. Ils en ont fait la plus grande forteresse jamais constituée. Il suffit de voir l'épaisseur des murs, 2 mètres, parfois davantage. Les décombres de ce qui avait été un monastère sont devenus une position défensive presque imprenable. Les parachutistes allemands ont investi les ruines et s'y sont retranchés au sol. L'infanterie alliée en a payé le prix. La division indienne avait reçu pour mission de s'emparer de la colline du monastère toute proche, mais elle a été repoussée et a subi de très lourdes pertes. Les Néo-Zélandais ont réussi à prendre pied dans la ville de Cassino, mais ont été submergés par une contre-attaque allemande. Les deux forces étaient, en pratique, des cibles faciles. Le bombardement controversé n'avait pas atteint son unique objectif. Il n'avait en rien aidé les troupes alliées au sol. Et, pour aggraver les choses, la précision des bombardiers laissait parfois à désirer, comme s'en souvenait Williams, avec une sobriété sèche. Les Néo-Zélandais ont même érigé un panneau pour commémorer la précision du bombardement américain, Cassino, 4 miles. Et ils ont même bombardé, je crois, le quartier général d'Alexander dans une autre petite ville bien en arrière, ajouta-t-il, avec l'équité d'un soldat qui connaissait le
brouillard de la guerre. Cela dit, vu du ciel, on voit une montagne et une église, ou quelque chose au sommet. Tout se ressemble beaucoup. 2 offensives alliées s'étaient désormais soldées par un échec, mais Freiburg refusait de céder, car l'enjeu était trop important. Il ordonna un 3e assaut pour le 15 mars 1944. Le plan prévoyait que les divisions néo-zélandaises et indiennes mènent une attaque en tenaille depuis le nord. Une force entrerait dans la ville et l'autre passerait juste au-dessus, le long des pentes inférieures de la colline du monastère, où un terrain plus sec permettrait aux chars de soutenir l'infanterie. En plus de cela, contrer la résistance allemande dans la ville elle-même, Freiburg l'attaquerait depuis les airs avec des centaines de bombardiers lourds. Le 15 mars, Robert Frettler observa les bombardiers. Retour. Nous étions encore là, bas avant de monter ici. Ils se souvenaient. Ils ont survolé la zone à nouveau, ont fait un grand demi-tour, puis sont revenus en volant le long du bas de la colline et ont bombardé Monte Cassino. La ville fut anéantie depuis les airs. Mais, une fois encore, le bombardement rendit service aux Allemands, comme Frettler s'empressa de le souligner. Quand ils ont bombardé, ils ont rendu un sacré service aux Allemands, dit-il, parce que la ville a été complètement anéantie et il y avait plus de cratères que sur la Lune. Et ensuite arrivent les chars alliés. Ils ont avancé jusqu'à un cratère, et c'était fini. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils étaient bloqués. Le paysage bombardé était devenu impraticable pour les blindés, et les parachutistes allemands, ces hommes qui ne cédaient pas un pouce, sont simplement sortis des ruines une fois le bombardement terminé et ont pris position. Frettler continua. Ils se sont postés en hauteur et ont attendu qu'ils arrivent. Et à mesure qu'ils avançaient, ils étaient abattus comme des lapins. Les Néo-Zélandais, avançant dans le paysage lunaire criblé de cratères, de ce qui avait été une ville entrèrent dans une zone de mort. John Johnston, le soldat américain qui avait combattu lors de la première bataille, savait exactement à quel point la tâche des Néo-Zélandais serait impossible. Il avait déjà vécu l'horreur des combats rapprochés dans les décombres de Cassino. Il se souvenait de ce moment avec une clarté atroce. Nous nous sommes jetés au sol et nous avons riposté contre des choses, sans savoir si quelque chose était là. Je ne voyais rien, alors je ne tirais nulle part. Puis, la violence a éclaté en un instant. Ce qui s'est passé ensuite a défini le désespoir de combattre un ennemi invisible dans les ruines de Cassino. Alors, j'ai tendu la main vers une grenade. Johnston poursuivit. Je suis allé saisir la goupille. J'ai levé les yeux et une grenade allemande est arrivée et a atterri sur mon côté gauche. Je l'ai regardée, je l'ai vue, j'ai roulé, elle a explosé et j'ai dit « Je suis touché. Nous ne pouvons pas les voir. Eux savent exactement où nous sommes, peut être que nous ferions mieux d'abandonner. C'est donc ce qu'ils firent. » Même en tant que prisonnier, Johnston trouva un moment d'humour noir lors de son interrogatoire. Les Allemands découvrirent son ascendance mixte. Son père était né en Grande-Bretagne. Sa mère, née à Chicago, portait le nom allemand Schwartz. L'interrogateur, amusé, demanda « Comment se fait-il que votre mère, une Allemande, épousait un Anglais ?» Johnston répondit avec l'humour impassible d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. « Eh bien, je ne sais pas, mais si vous me laissez partir, je rentrerai chez moi lui demander et je vous ferai savoir. » La bataille pour la ville de Cassino se poursuivit tout au long du mois de mars 1944. À mesure que les pertes s'accumulaient des deux côtés, les combats devinrent si intenses, les morts si nombreux, qu'il se produisit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui semblait appartenir à une autre époque de la guerre. Robert Frettler s'en souvenait clairement. La guerre s'était arrêtée. Il disait qu'en fait, pour les blessés, nous empruntions des brancards afin de les ramener. Nous aidions les blessés des deux côtés, quelle que soit leur nationalité. Puis les brancardiers de l'autre camp revenaient, rapportaient les brancards et chacun repartait de son côté pendant un moment. Puis la guerre reprenait. Il y avait aussi une guerre pour l'esprit des soldats. La bataille n'était pas seulement physique. Il y avait des tentatives de guerre psychologique. Les bombardements quotidiens allemands des lignes alliées ne provoquaient pas toujours de fortes explosions. Williams se souvenait que les Allemands tiraient parfois des obus contenant des tracts qui se dispersaient sur vos positions. Et l'un de ces tracts s'adressait vraiment aux troupes anglaises, laissant entendre que les soldats américains étaient en Angleterre en train de passer du bon temps avec leurs petites amies et leurs épouses, etc., pendant qu'eux étaient sur le champ de bataille. Bien que les Alliés aient gagné du terrain lors de la troisième bataille, le coût humain devenait trop élevé. Le général Freyberg décida de mettre fin à l'offensive le 24 mars 1944. Les Alliés avaient pris des parties de la ville et de la colline du château, un point stratégique sur la crête à mi-chemin entre la ville et le monastère, mais le monastère lui-même restait solidement aux mains des Allemands, dans sa carcasse bombardée. Robert Frettler et ses camarades parachutistes poursuivaient leur résistance acharnée. À la fin du mois de mars 1944, la ligne de front autour de Monte Cassino avait commencé à ressembler à s'y méprendre au front occidental statique de la Première Guerre mondiale. Les deux camps étaient retranchés, puisés et saignaient. Les Alliés étaient bloqués à Monte Cassino depuis 3 mois. 3 offensives avaient été lancées. 3 avaient échoué à percer. Le monastère tenait toujours, meurtri mais défiant.
Les parachutistes allemands étaient encore retranchés parmi ces ruines. Et c'est dans cette impasse que les horreurs individuelles de Monte Cassino devinrent les plus aiguës. John Williams fut envoyé à un poste d'observation sur le mont Trocchio, une grande montagne de l'autre côté de la vallée face à Cassino. Et ce qui s'y passa le marqua pour le reste de sa vie. Quand je suis monté là, haut avec un téléphone de campagne, se souvenait-il, tous les cieux se sont déchaînés sur moi. Et j'ai été soumis à un assaut des plus horribles pendant près de 4 heures, des mortiers et des obus métalliques. Il fut d'abord touché au poignet. Ça saignait, mais ce n'était pas grave. Il y enroula un bandage et continua. Et les obus arrivaient vite et sans relâche. Il continua. Et certains étaient si proches que j'étais presque projeté par la force de l'explosion. Pendant 4 heures, Williams endura seul ce bombardement, s'accrochant à son poste d'observation. Quand le tir cessa enfin, il ne voyait toujours rien à travers la fumée et la brume. Puis, dans la brume, une silhouette apparut. Le colonel de Williams s'avança lentement vers lui. « Je crois que j'étais si heureux de le voir », dit Williams doucement, probablement plus heureux que je ne l'ai jamais été de ma vie. Le colonel regarda autour de lui, consterné par la dévastation. Il appelait Williams par un surnom, Billy, et les larmes coulaient sur son visage. Il dit simplement, « Billy, je suis tellement désolé. » Mais l'épreuve de Williams ne s'arrêta pas là. Lorsqu'il redescendit finalement de la montagne pour rejoindre son unité, il découvrit que ses propres hommes au sol avaient eux aussi subi de lourdes pertes dues à l'artillerie et aux mortiers allemands. Mon officier avait perdu ses 2 yeux. Il dit que 8 des hommes étaient dans un état critique. Williams reçut l'ordre de prendre le commandement et d'essayer de régler la situation, et je sentais qu'il fallait absolument que je sorte mes hommes de là, se souvenait-il. Il ne pouvait rien faire. La réponse était nulle. Ce qu'il trouva autour de lui, presque insupportable. C'est à ce moment-là, tant de ses corps étaient pulvérisés, plus petits morceaux. Il retourna au quartier général de la brigade aussi vite qu'il le put, pour apprendre que la zone où se trouvaient ses hommes avait déjà été reprise par les Allemands. On lui ordonna de retirer ses hommes immédiatement. Williams avait été témoin et avait enduré des horreurs qui dépassaient les calculs habituels de la guerre. Plus tôt dans la campagne, il s'était retrouvé à faire des choses qu'un homme ne devrait jamais avoir à faire. Du côté allemand, Robert Frettler vivait sa propre version du même cauchemar. L'élimination des morts était devenue un processus industriel sinistre. L'ironie, se souvenait-il, c'était qu'il y avait là, bas, une fosse. Tous les morts qui étaient ramassés y étaient déposés. Qu'ils soient allemands, britanniques, néo-zélandais ou polonais, ils y étaient jetés. Un peu de chaux par-dessus, un peu de terre, juste pour s'en débarrasser. Les 2 camps vivaient en enfer. Tous 2 le savaient. Le commandant suprême allié en Italie était le général Alexander, et il lui revenait désormais d'élaborer un plan pour briser l'impasse là où 3 autres avaient échoué. Cette fois, l'approche serait fondamentalement différente. Il n'y aurait plus d'attaques désespérées le long de couloirs étroits de 1000 mètres de large. Alexander déplaça en secret la 8e armée britannique à travers l'Italie pour rejoindre la 5e armée américaine. Cela signifiait que les Alliés étaient désormais supérieurs en nombre aux Allemands, Cassino, dans un rapport de 3 contre 1, et que l'attaque, lorsqu'elle aurait lieu, s'étendrait sur toute la longueur de la ligne allemande, de la côte aux montagnes, le long de 20 milles de front. 14 nations différentes y prendraient part. Les Allemands devraient se défendre contre un assaut coordonné partout à la fois. Le corps polonais de la 8e armée britannique se vit confier la tâche peu enviable de tenter de prendre le monastère. Le même objectif, toutes les tentatives précédentes avaient échoué, où les Américains, les Néo-Zélandais et les Indiens avaient tous été repoussés avec des pertes dévastatrices. John Williams reçut l'ordre de se mettre en liaison avec les troupes polonaises dans les collines autour de Cassino. Mais pour les atteindre, il devait traverser le camp des Goumiers, une redoutable troupe de soldats marocains-français dont la réputation les précédait. Alexander attendit patiemment tout au long du mois d'avril, temps plus chaud, qui mettrait fin aux inondations et offrirait un terrain ferme pour les chars, ainsi qu'une bonne visibilité pour la puissance aérienne alliée du côté allemand. Frettler pressentait le calme avant la tempête. Avril fut un mois très calme. Il se souvenait. On recevait des tirs dans tout ça, mais il ne se passait pas grand-chose. Mais cela était dû à l'accumulation des forces alliées qui ne cessaient de se renforcer. John Williams, profondément impliqué dans les préparatifs, comprenait l'ampleur de ce qui se mettait en place. Il allait y avoir une attaque finale massive, de Cassino jusqu'à la côte, dit-il. Sur notre secteur particulier, de Cassino jusqu'à l'est de San Angelo, il devait y avoir 14 franchissements de rivières réalisés à l'aide de pontons et de bateaux. La logistique à elle seule était stupéfiante. L'attaque commença le 11 mai 1944 à 23 heures.
1600 canons alliés ouvrirent le feu simultanément, l'offensive était lancée. Robert Frettler assista au barrage initial du côté allemand, et ce souvenir avait encore le pouvoir de le stupéfier. Des décennies plus tard, je me suis assis au sommet de la colline, se rappelait-il, et il n'y avait aucun obus fumigène dans la vallée. Et nous avons pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange, parce qu'on voyait la ville et tout, c'était silencieux, comme une souris, absolument rien. Alors nous nous sommes dit que quelque chose allait se passer, sans savoir quoi. Puis, tout est arrivé d'un coup, à 23 heures, sur toutes les collines là-bas. C'était comme si quelqu'un allumait la lumière. C'est à ce moment-là que 2000 pièces d'artillerie ont commencé à tirer. John Williams se trouvait de l'autre côté de ce barrage, et l'expérience sensorielle accablante. Pouvez-vous imaginer ce que c'était lorsque tous ont commencé à tirer pendant les 2 heures suivantes? 4 attaques majeures furent lancées depuis la côte, à 20 milles à l'intérieur des terres, dans les montagnes à l'extrême gauche, près de la mer. 2 divisions américaines attaquèrent, mais furent repoussées légèrement plus à l'intérieur des terres. Cependant, 2 divisions françaises commencèrent à percer dans la masse des monts Oroncy, dans la vallée du Rapido, où la première bataille infructueuse avait eu lieu. Les troupes britanniques et indiennes forçaient le passage à travers la rivière, mais les franchissements étaient un cauchemar. Williams était responsable des écrans de fumée couvrant ces passages. Nous enfumions toute la zone de franchissement de la rivière, expliqua-t-il, sur une distance d'environ 11 miles, afin de permettre aux ingénieurs d'installer des ponts, bien sûr très vulnérables au feu ennemi. Il fallait les protéger d'une manière ou d'une autre. Nous devions donc avoir 4 postes pour chaque passage, de ce côté-ci et de l'autre côté, pour tenir compte des changements de vent. Et nous avions des cartouches qui brûlaient pendant 8 à 10 minutes, des cartouches fumigènes de 47 livres. Mais même les écrans de fumée ne purent empêcher le massacre. Notre problème était de faire passer des ponts, poursuivit Williams. La puissance de feu allemande était si terrible non seulement des mitrailleuses, mais aussi des mortiers, des obus que personne ne pouvait vraiment survivre. Et en conséquence, nous n'avons pas réussi à installer des ponts. Les bateaux qui traversèrent en premier furent criblés de balles. Les hommes se noyèrent dans l'eau. Et nous n'avions qu'un seul passage, alors que nous aurions dû en avoir 14, H+1, à l'aube de ce jour-là. Sur les 14 franchissements de rivière prévus, un seul fut réalisé. Ce premier matin terrible, les tirs de mitrailleuses, de mortiers et de tireurs d'élite allemands depuis la ville de Sant'Angelo perdent l'avance, et des troupes alliées furent envoyées pour déloger les défenseurs. Les Gurkhas reçurent la mission, et ils prirent la ville après un bombardement dévastateur de 15 minutes, au cours duquel l'artillerie tira plus de 2000 obus sur ses défenses. Lorsque Williams traversa ensuite la rivière et inspecta les positions allemandes, ce qu'il trouva l'étonna. Les emplacements tout simplement incroyables. Ils faisaient 3 pieds d'épaisseur, en béton armé sous le niveau du sol. Ils avaient même l'électricité. Ils disposaient de téléphones de campagne, de dizaines et de dizaines de provisions. Ils auraient pu y rester pendant des mois et des mois. Ainsi, notre bombardement ne leur causa en réalité que peu de dégâts. Il leur donna probablement de sérieux maux de tête, mais c'était à peu près tout de l'autre côté de la rivière. La réalité s'imposa rapidement. Frettler se souvenait que lorsque nous avons traversé le Rapido, nous nous sommes regroupés avant que la division britannique entière ne passe. Tout cela sous un écran de fumée. Et quand celui-ci s'est dissipé, les Allemands nous ont pilonnés sans pitié dans ce champ. C'est alors que vous avez compris que ce ne serait pas aussi facile qu'on vous l'avait dit à l'extrême droite de la ligne alliée. Les troupes polonaises attaquèrent les défenses de montagne au-dessus de Cassino. Elles trouvèrent ces défenses toujours aussi puissantes, mais elles disposaient désormais de 2 divisions qui pouvaient attaquer les Allemands sur les crêtes de chaque côté, là où les troupes indiennes avant elles avaient échoué. Lentement, douloureusement, elles commencèrent à faire de réels progrès, et ce fut l'attaque française au centre-gauche, à travers les traîtres montagnes des Oroncy et vers la vallée du Liri, qui commença finalement à entamer les défenses allemandes. Les Allemands subissaient désormais une pression énorme de toutes parts. Les Britanniques traversaient le Rapido. Les Français perçaient dans les montagnes. Les Polonais progressaient péniblement vers le monastère. L'ordre finit par venir du commandement allemand d'abandonner leur position. Mais pour Robert Frettler, l'ordre arriva trop tard. Dans la nuit du 17 mai, l'ordre allemand fut donné de se retirer du monastère. Frettler commença à bouger. « Nous avons reçu l'ordre de nous retirer », se souvenait-il. Alors nous avons descendu la petite pente, puis remonté vers le monastère, et c'est là que ma carrière de soldat s'est terminée. Il faillit y arriver. 2 obus sont tombés, 2 d'entre nous ont été touchés, et alors j'ai couru, dit-il. Et puis en contournant le bas près du virage, c'est là qu'une des grenades a explosé. Et quand je me suis réveillé, ou quand j'ai repris mes esprits, ensuite, il se traîna et descendit dans la crypte,
qu'il savait être un poste de premier secours. Frettler resta allongé dans cette crypte, sous les ruines du monastère, attendant ce qui viendrait ensuite. Tandis que Robert attendait son sort dans la crypte, les troupes polonaises poursuivaient leur lutte en gravissant les pentes de la montagne vers les ruines. John Williams observa leur agonie depuis l'autre côté de la vallée. « Ils ont eu un moment terrible, dit-il, parce qu'on leur avait confié la pire tâche, sur le flanc droit de la colline du monastère, qui n'était que pierre. On ne pouvait pas creuser des abris. Quand on tombait, on restait à terre. Le sol était trop rocailleux pour creuser. Ils se battirent pour monter, furent repoussés, puis remontèrent encore. Ils finirent par y arriver, et vint alors le moment que ceux qui y assistèrent n'oublieraient jamais. » Williams le décrivit avec une émotion que les décennies n'avaient pas atténuée. « Je me souviens très vivement du sentiment qu'on éprouvait quand nous nous étions frayé un chemin à moitié hors de la vallée, que nous nous sommes arrêtés et que nous avons consolidé nos positions. Et ce matin-là, nous avons levé les yeux et tout le monde disait « Regardez, regardez, regardez !» Au sommet du monastère flottait un drapeau rouge et blanc, le drapeau polonais. Il s'interrompit. Nous avons regardé, et le long de la montagne descendaient les Allemands avec un drapeau blanc pour se rendre, et ce fut la chute du monastère. Robert Frettler, parachutiste allemand, fut fait prisonnier par les troupes polonaises le 18 mai 1944. Les Alliés victorieux entrèrent dans ce qui restait de la ville de Cassino, la forteresse qui les avait retenus pendant 4 batailles, 4 mois de combats acharnés. Les combats avaient finalement cessé. La prise de Monte Cassino par les Alliés avait été durement disputée. Les affrontements avaient été sauvages et avaient coûté des milliers de vies, mais ils avaient atteint leur objectif et ouvert la voie à la libération de Rome le 4 juin 1944. Puis, seulement 2 jours plus tard, les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie et l'attention du monde se tournait vers la France. Pour les hommes qui avaient combattu et saigné à Monte Cassino, ce timing fut une pilule amère. John Williams l'a dit simplement. « Je suppose que ce fut l'une des batailles les plus âprement disputées et les plus féroces de la guerre, mais elle n'a jamais été reconnue comme telle, l'une des plus féroces. Malheureusement, elle s'est déroulée au moment où le débarquement a eu lieu, et cela a tout éclipsé. Et nous sommes devenus en quelque sorte des citoyens de seconde zone. C'est l'une des ironies les plus cruelles de la Seconde Guerre mondiale que les hommes qui ont combattu à Monte Cassino, qui ont enduré des mois de combats épuisants, intimes, terrifiants, aient eu le sentiment que leur épreuve était oubliée. La Normandie était plus proche pour les publics britanniques et américains, elle portait des souvenirs nationaux plus forts et était plus souvent commémorée. Ainsi, les soldats de la campagne d'Italie portaient non seulement les blessures physiques et psychologiques de leur service, mais aussi le sentiment que ce qu'ils avaient enduré n'était pas pleinement reconnu dans la mémoire collective des nations pour lesquelles ils avaient combattu. Williams parla d'abord. « Comment diable nous sommes sortis de Monte Cassino? Je ne le sais pas, mais j'ai dû avoir un ange gardien là-haut. Dieu était de mon côté, et j'imagine qu'il était aussi du vôtre. C'était à peu près ce qui se rapprochait le plus d'un rameau d'olivier qu'un homme de la génération et de l'expérience de Williams pouvait offrir. Et cela suffisait, car sous la formalité, sous les décennies de souvenirs et le résidu des vieilles haines, quelque chose de plus complexe était à l'œuvre. Les 2 hommes avaient enduré le même enfer. Tous 2 avaient vécu alors que tant d'autres autour d'eux étaient morts. Tous 2, à leur manière, en étaient venus à reconnaître quelque chose chez l'autre. Malgré la sauvagerie de 4 mois de combat, il n'y a pas d'amertume évidente entre les anciens soldats britanniques et leurs homologues allemands. Les vétérans de l'armée britannique respectent toujours la ténacité des parachutistes allemands. Williams lui-même l'a admis sans détour. « Je dois dire que j'admire le soldat allemand. Je pense qu'il était très efficace dans tout ce qu'il faisait. Nous avions le plus grand respect pour eux, et parfois, je suppose, nous avions aussi un peu peur. » Un autre vétéran britannique l'a exprimé encore plus simplement. Individuellement, et surtout avec le recul, ils se sont bien battus, et ils se sont battus correctement. Donc si j'en rencontrais un, je lui serrerais la main, s'il est parachutiste ou quelqu'un comme ça. Frettler, l'Allemand qui avait fait de l'Angleterre son foyer, répondit avec le pragmatisme discret d'un homme qui avait appris que la survie et le pardon sont, au fond, indissociables. « Nous pouvons nous pardonner mutuellement, n'est-ce pas ?» dit-il. « Évidemment que nous le devons. Le monde ne serait pas le même si nous ne le faisions pas. On ne peut pas continuer encore et encore. C'est trop long. Cela fait 56 ans que nous nous retrouvons maintenant. » Le cimetière militaire du Commonwealth est l'un de plusieurs qui se trouvent au pied du monastère bénédictin reconstruit de Monte Cassino, dans la vallée de la rivière Liri. Rangées après rangées de pierres tombales blanches se dressent sous le soleil italien, chacune marquant une vie qui s'est achevée ici, dans cette vallée, sur ces pentes, à l'ombre de ce monastère. Des soldats d'une 12aine de nations reposent ici côte à côte, les anciennes inimitiés dissoutes dans la dignité silencieuse des morts.
La bataille de Monte Cassino dura de janvier à mai 1944. 4 grandes offensives furent lancées. Des soldats venus d'Amérique, de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande, d'Inde, du Canada, de France, de Pologne et d'autres nations combattirent et moururent ici. Le coup fut stupéfiant, des milliers et des milliers de victimes de part et d'autre, et une ville ainsi qu'un monastère réduits en ruines. Et pourtant, même en racontant leurs histoires, ces vétérans savaient qu'ils faisaient partie des chanceux. Comme l'a dit John Williams, avec le poids simple d'une vérité qui n'avait pas besoin d'être embellie, je m'en suis sorti. Et des milliers n'ont pas eu cette chance. Robert Frettler, le parachutiste allemand devenu anglais, qui avait combattu du mauvais côté, mais comme un soldat, qui fut blessé et capturé et reconstruisit sa vie de l'autre côté du monde, loin de là où il était né. Frettler prononça le dernier mot, et c'était peu, être le plus important. Je n'oublierai jamais, bien sûr, ceux qui sont tombés, dit-il. Je me souviens encore de ses camarades, et pas seulement de ses camarades, mais aussi de leur famille. Dans ces mots se trouve le véritable héritage de Monte Cassino. Non pas la stratégie, non pas la politique, non pas les débats sur l'opportunité de bombarder le monastère. L'héritage, ce sont les gens, les jeunes hommes envoyés à l'assaut de ces pentes et qui ne sont jamais revenus, les familles qui ont reçu les télégrammes, les survivants qui ont porté le poids du souvenir pour le reste de leur vie. La bataille de Monte Cassino fut l'un des affrontements les plus sauvages de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut livrée par des hommes d'un courage extraordinaire des deux côtés, dans des conditions d'une horreur presque inimaginable. Et puis, une fois terminée, elle fut oubliée, éclipsée par le drame du débarquement, reléguée. Comme une note de bas de page de la libération de l'Europe, les soldats qui y combattirent le savaient, et ils portèrent ce savoir comme une seconde blessure, plus silencieuse que la première.